Bonjour à toutes et tous et bienvenue à la Bibliothèque nationale de France, au cœur du Paris historique. Cet ancien palais du cardinal Mazarin, datant de 1721, érigé il y a plus de 300 ans, était à l'époque une bibliothèque royale. Il n'a cessé depuis de se transformer, de s'embellir et a rouvert en 2022 pour fêter son tricentenaire après une décennie de travaux. Quel plus beau symbole que ce lieu de la connaissance, du savoir et de la culture pour accueillir tous nos experts qui viendront partager avec vous leur analyse, leur compréhension des marchés et vous donner les clés pour naviguer dans un monde économique et politique en pleine transformation. L'actualité récente a souligné l'importance de la souveraineté européenne. Le parallèle avec les actions récentes de BNP Paribas, c'est-à-dire l'aide à la BNF pour acquérir les mémoires de guerre du général de Gaulle, en sont une très belle illustration. Nous sommes fiers de contribuer à favoriser l'éducation à la citoyenneté et préserver la mémoire et le patrimoine, terreau de notre histoire commune. Nous vous proposons de retrouver 2 séquences exclusives sur ce thème dans notre mini-série de l'été, autour de la mise à jour des thèmes d'investissement. Je vous propose de garder ce fil conducteur de la souveraineté et de la vision du général de Gaulle pour nos différents épisodes. Quels sont les thèmes à privilégier dans ce monde changeant? Quelles sont les analyses de notre chef économiste du groupe, Isabelle Matteo-Silago? Elle a notamment travaillé de nombreuses années aux États-Unis au sein du FMI. Sa connaissance des US et des institutions mondiales est un véritable atout. Mais en ce jour de l'appel du 18 juin, j'ai le plaisir de vous partager le premier épisode de notre mini-série autour de l'action de mécénat réalisée par le groupe BNP Paribas au bénéfice de l'État lors de la vente historique arcuriale De Gaulle, une succession pour l'histoire. Une séquence passionnante. Je vous remercie pour votre confiance et plus encore, dans cet environnement mouvant et complexe, votre banquier privé et tous nos experts restent à votre disposition pour vous accompagner dans la gestion et le développement de votre patrimoine. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre! Bonjour messieurs, nous sommes ravis d'être aujourd'hui sous cette magnifique verrière de la salle ovale de la Bibliothèque nationale de France pour parler d'une vente exceptionnelle. Bonjour Stéphane Aubert. Bonjour. Donc vous êtes commissaire-priseur, vous avez été en charge de cette vente exceptionnelle et vous êtes également directeur associé de la Maison Arcuriale. Bonjour Bruno Ricard, donc vous êtes le représentant du ministère de la Culture aujourd'hui. Vous êtes conservateur général des patrimoines, directeur général des patrimoines du ministère de la Culture et vous êtes en quelque sorte la cheville ouvrière, l'un des coordinateurs pour le ministère de la Culture de cette vente exceptionnelle et de l'entrée dans ces collections donc nationales, de ces manuscrits et de ces archives remarquables du général de Gaulle. Alors, commençons par l'origine du projet, et donc je m'adresse à vous, Stéphane. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la genèse du projet, sur les premiers contacts avec la famille de Gaulle ? Alors, c'est une histoire fabuleuse. Je suis, dans le cadre de mes activités de commissaire-priseur, très souvent en lien avec les familles que nous conseillons, et je suis plutôt spécialisé dans tout ce qui est succession, dans tout ce qui est transmission. Et là, j'ai été appelé par la famille, par les conseils aussi de la famille, qui souhaitaient, dans le cadre de la succession de l'amiral de Gaulle, donc du fils du général de Gaulle, faire valoriser l'ensemble des biens qui dépendent de la succession, et notamment, dans le cadre de cette succession, des coffres qui se trouvaient donc en banque. La particularité, c'est que très souvent, dans le cadre de ces successions, les familles ne savent pas forcément ce qu'ils ont. Et là, dans le cadre de cette succession de Gaulle, ils avaient quelques indications, mais ils ne connaissaient pas le contenu des coffres. Et en ouvrant les coffres de la banque, on s'est aperçu qu'il y avait des milliers de documents, et dont
probablement, et on en parlera peut-être tout à l'heure, un des documents les plus emblématiques de l'histoire de France, ou en tout cas de l'histoire du XXe siècle, c'est ce fameux manuscrit du 18 juin qui se trouvait conservé précieusement dans ce coffre-là. Donc tout mon travail avec mes équipes de spécialistes chez Arcurial a été justement de recenser, ça a pris plusieurs heures, voire plusieurs jours, l'ensemble de ces documents qui avaient été conservés très précieusement par l'amiral, qui étaient connus pour certains. Ils avaient fait quelquefois l'objet de publications, et pour d'autres, pas très connus. Donc c'était vraiment assez extraordinaire de pouvoir vraiment toucher l'histoire, c'est le cas de le dire, en manipulant précieusement l'ensemble de ce manuscrit et en découvrant le contenu de ces coffres. Alors, bien évidemment, face à ce projet hors du commun, vous avez pris le soin de contacter l'État. Et donc, cette fois-ci, comment vous contactez les services de l'État et puis, évidemment, je laisserai ensuite la parole à Bruno Ricard pour compléter ce point important. Alors, évidemment, la succession de Gaulle, on prend quelques précautions. Et on prend quelques précautions non seulement dans le travail qu'on va effectuer dans la rédaction des inventaires. La première intention, en réalité, de la famille était de voir s'il y avait une possibilité de dation en paiement, un système qui permet d'éteindre ou en tout cas de payer une partie des droits de succession en remettant certains documents, objets à l'État. On s'est en réalité très vite aperçu que la dation, en tout cas pour le document principal du 18 juin, n'était pas réalisable. Et ça, on en parlera peut-être tout à l'heure un peu plus avec Bruno, car il relevait du cadre des archives publiques. Et en réalité, tout le travail qu'on a accompli pendant ces semaines-là, ça a été de faire le travail d'inventaire et de déterminer ce qui pouvait être archives publiques, archives privées. Donc, documents privés voulait dire que la famille avait la possibilité de les vendre, puisqu'il nous avait donné mandat pour faire la vente de certains biens de la succession. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a pu échanger avec l'État et les services de Bruno pour bien vérifier, et c'est assez rare et assez exceptionnel d'ailleurs dans le cadre d'une opération comme celle-ci, de vérifier ce qui relevait de la partie privée ou de la partie publique. Évidemment, qui dit public dit impossible d'être vendu et surtout doit être remis ensuite à l'État. Donc c'est ce travail très méticuleux qu'on a fait déjà avec nos spécialistes. Et on a demandé un conseil aussi à vos services et qui ont justement peaufiné, finalisé les quelques interrogations qu'on pouvait avoir, ce qui nous amènera ensuite à cette vente exceptionnelle qui a eu lieu au mois de décembre dernier, en tout cas pour les objets ou les biens privés. Merci pour toutes ces précisions. Et donc, c'est à ce moment-là, Bruno Ricard, que vous intervenez. Vous prenez connaissance du projet. Vous êtes quelqu'un qui a l'habitude de guetter les ventes publiques, mais cette vente, elle est assez exceptionnelle. Alors, comment se met en place le travail concomitamment à celui de la Maison Arcurial pour pouvoir examiner ces documents? Quelle est l'intervention? Comment travaillent les conservateurs du patrimoine dans le cadre de cette vente? Alors, on a été contacté par Stéphane et la Maison Arcurial plusieurs mois à l'avance, avant la vente. Très important. Ce qui est tout à fait exceptionnel. Là, c'est rarissime, afin effectivement de déterminer ce qui est public, ce qui est privé. Alors, quand on parle d'archives publiques, ça veut dire que ce sont des archives produites dans l'exercice de fonctions publiques et qui ont été gardées par le général en toute bonne foi et donc maintenues dans la famille depuis. Évidemment, cette vente, cette perspective de vente donnait l'occasion de faire ce départ entre ces deux catégories d'archives. Et une conservatrice générale des archives nationales s'est rendue sur place et a pu examiner tous les documents pour dresser la liste des documents publics qui n'ont pas été mis en vente, qui ne figurent pas dans le catalogue de la vente. Et donc, peut-être que c'est à ce moment-là qu'on peut parler, vous l'avez mentionné Stéphane, de l'appel du 18 juin. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, puisque ce document, vous le redécouvrez à cette occasion, et donc les services de l'État également. C'est un document plus qu'emblématique de l'histoire de France et de l'histoire de l'Europe. Alors, ce document, effectivement, on savait qu'il existait. Il était déjà connu, mais il n'était pas en main publique. Il n'était pas aux archives nationales, dans le fond de la France libre, où il y a les autres documents produits par Charles de Gaulle en tant que chef de la France libre. Il va bientôt rejoindre les archives nationales, dans quelques jours, et il sera présenté au public à partir du 18 juin. Voilà, ça va être l'occasion, en fait, là, il y a une concordance des temps qui est parfaite pour valoriser ce document, c'est-à-dire le manuscrit
de l'appel du 18 juin. Donc on ne connaît que l'affiche ou des textes dactylographiés, pas du tout ce manuscrit de la main du général. Donc, on prend rendez-vous à partir du 18 juin aux Archives nationales pour découvrir ce document emblématique. Tout à fait. Alors, évidemment, vous préparez la vente, chacun de votre côté. Et je tiens à préciser, c'est important, il n'y a pas d'accointance entre le ministère de la Culture et la maison de vente. Donc, la maison de vente ne sait pas ce que l'État peut préempter. Et puis, l'État se prépare à cette préemption. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Parce que c'est important à préciser pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Alors, on savait que l'État avait la possibilité et achèterait dans le cadre de cette vente aux enchères. Parce que, évidemment, présenter dans le cadre d'une vente l'ensemble de ces biens, de ces objets et de ces courriers, de ces échanges privés dans le cadre de cette collection, on savait que l'État serait intéressé par certaines choses. Mais comme vous le précisiez à juste titre, on ne sait pas ce qui peut intéresser au préalable l'État. On peut quelquefois avoir des indices, on peut avoir quelquefois quelques éléments, mais on ne peut pas du tout savoir ce que l'État va préempter. Et peut-être juste un mot sur la préemption. Qu'est-ce que c'est que la préemption? Dans le cadre d'une vente aux enchères publiques, c'est quand l'État participe à la vente, mais il se substitue au dernier enchérisseur. C'est un droit un peu régalien, hein, puisque c'est quelque chose qui existe en France. Donc c'est quelquefois très compliqué pour expliquer à nos acheteurs étrangers ce que signifie la préemption. Mais en tout cas, ça permet à l'État, ce mécanisme, de pouvoir enrichir soit les archives, soit les collections nationales, quand c'est des tableaux, quand c'est des objets. Et on en parlera peut-être tout à l'heure, puisque la vente aux enchères va justement nous révéler un certain nombre de préemptions. Mais moi, quand je commence la vente au marteau, je ne sais absolument pas ce qui pourrait être acheté par l'État. Après, l'État a la possibilité, évidemment, au cours des expositions qui ont eu lieu chez Arcurial, de pouvoir justement, grâce au catalogue, qui était très fourni, de se positionner, ou en tout cas de voir ce qui peut les intéresser pour enrichir les collections. Effectivement, et vous le mentionnez, le catalogue est devenu un catalogue de référence de cette vente du 16 décembre dernier. Et donc justement, pour préparer, c'est ce qui fait le sel aussi d'une vente publique, pour préparer cette vente, l'État se mobilise pour pouvoir mener les analyses scientifiques, prioriser peut-être les acquisitions, puisque évidemment, dans le cadre de la préemption de l'État, on ne sait pas à quel montant donc chaque lot, et il y en avait 370 sur la vente, pourra partir afin de rejoindre les collections publiques. Donc, comment choisit-on ce qui va être destiné aux collections publiques et ceux qui sont importants, en tout cas les lots qui sont importants pour le patrimoine national? Alors, l'affaire était complexe. D'abord parce qu'on attendait avec impatience la sortie du catalogue. Quand il est sorti, le catalogue, tout le monde s'est jeté dessus. Je pense beaucoup d'acteurs privés, mais également, évidemment, les institutions publiques. Il y avait 3 ministères concernés. La culture, évidemment, les armées, les affaires étrangères, mais également une collectivité territoriale, le département du Nord, qui gère la maison natale de Charles de Gaulle, et puis les grandes institutions culturelles que sont la Bibliothèque nationale de France, les Archives nationales, le Service historique de la Défense, le Musée de l'Armée et d'autres encore. Donc, ce qui a été tout d'abord nécessaire, c'est qu'il y ait une coordination, c'est-à-dire que chacun examine le catalogue et en fonction de sa politique d'acquisition et de sa politique d'enrichissement de ses propres fonds et collections, détermine les lots qu'il voulait acquérir prioritairement. Donc, le ministère de la Culture m'a chargé de coordonner les réflexions menées par l'ensemble des acteurs. Ça n'a pas été une mince affaire parce que beaucoup étaient intéressés par des dizaines, voire plus d'une centaine de lots. Et on verra au final que plus d'une centaine de lots ont été préemptés. Et il s'agissait d'éviter les chevauchements. Parce qu'il est impossible que lors de la vente, il y ait 2 préemptions en même temps. Il fallait qu'il y ait une seule institution qui préempte lorsque tel lot était mis en vente. Et on parle de coordonner les Archives nationales, la Bibliothèque nationale de France, le Musée de l'Armée, les Archives départementales du Nord. Donc c'est une vraie coordination et préparation en amont. Ah oui, ça a pris plusieurs semaines déjà pour recueillir les souhaits de chaque institution, qui elle-même faisait valider par leur propre tutelle, puisqu'il s'agissait d'engager un peu d'argent aussi dans cette affaire. Et puis ensuite, le plus délicat, ça a été d'arbitrer sur les chevauchements, c'est-à-dire les lots que plusieurs institutions souhaitaient acquérir. Donc ensuite, vous listez les priorités. Alors après, effectivement, l'inconnu, c'est jusqu'où les enchères vont-elles s'envoler? Puisque le catalogue était très raisonnable, puisqu'il y avait une estimation basse, une estimation haute, mais on était persuadé que pour beaucoup de lots, les enchères allaient monter au-delà de l'estimation haute.
Et donc chaque institution essayait d'estimer le budget nécessaire, d'où le recours aux mécènes dans beaucoup de cas, et la nécessité du coup de définir plusieurs listes, effectivement, priorité 1, 2, 3, pour en fonction de la nature qu'allait prendre la vente, se concentrer uniquement sur les priorités 1 ou aller au-delà sur les priorités 2 et 3. Et chaque institution avait fait cet exercice. Effectivement, un exercice d'équilibriste en quelque sorte, et puis solliciter les mécènes, dont fait partie évidemment BNP Paribas. Alors maintenant que j'allais dire la vente est prête, elle a lieu, on arrive à cette vente exceptionnelle, qualifiée d'historique à juste titre. Alors pouvez-vous d'abord, Stéphane, nous dire en quoi, puisque vous avez quand même une expérience certaine de vente publique, en quoi elle est exceptionnelle pour Arcurial ? Elle était exceptionnelle par l'histoire qu'on racontait, parce que l'idée, c'est de pouvoir aussi recontextualiser l'ensemble de cette vente. La particularité aussi de cette vente aux enchères, c'est qu'elle couvrait toute la vie du général de Gaulle. Il y avait d'ailleurs beaucoup plus de biens qui relevaient du général de Gaulle que de son fils, l'amiral. On avait, alors ça sort un peu de notre champ, mais on avait le petit soldat de plomb du général de Gaulle, déjà une prédisposition pour l'armée, qui se trouvait dans les premiers numéros du catalogue, jusqu'au dernier écrit du général de Gaulle, quelques heures avant sa mort. Donc, à travers le catalogue, c'était de pouvoir raconter effectivement toute l'histoire ou redécouvrir l'histoire. Quelquefois, il y a des pans qui ont été redécouverts grâce à ce catalogue. Et elle était exceptionnelle, évidemment, par la force du général de Gaulle et ce qu'on a pu, comme ça, présenter dans le cadre de notre exposition. On a pré-exposé d'une certaine manière un petit peu, parce qu'on n'a pas pu s'en empêcher, le manuscrit du 18 juin, qui était quand même le document emblématique qu'on a trouvé dans le coffre et qu'on va pouvoir dans quelques semaines, vous l'avez compris, revoir à Soubise. Tout ça a fait qu'on a eu énormément de visiteurs, énormément d'ailleurs de compagnons, de familles de compagnons de la Libération, qui sont venus aussi pour cette exposition-là, et qui nous ont donné des témoignages aussi de liens avec le général de Gaulle, d'histoire. Donc on a vraiment revécu l'histoire. Pour moi, ça a été un moment très très fort, en tout cas dans le cadre de cette préparation et de cette exposition. Donc je la qualifierais totalement d'historique. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a intitulée « Une succession pour l'histoire ». Parce que pour le coup, c'était vraiment une succession qui va marquer l'histoire et évidemment notre maison. Alors après ces longs préparatifs, arrive le jour de la vente. Donc en temps réel, pendant les enchères, voilà, comment le ministère décide-t-il ou non de préempter un lot ? Même si vous avez fait tout ce travail en amont, on sent l'effervescence, l'arbitrage entre les différentes institutions, entre les mécènes aussi et l'argent que vous pouvez mettre à disposition pour acheter ces lots. Comment se passe cette vente particulière ? Alors tout d'abord, elle dure 8 heures la vente. Très important. 8 heures non-stop. Stéphane étant au marteau. Un marathon. Voilà. Un marathon. Voilà. Un marathon, oui. Voilà. Mais dès le départ, on sait que ça va aller très haut, parce que dès les premiers lots, les enchères se sont envolées au-delà des estimations hautes. Il y a des lots quand même qui étaient estimés à 6 000 € en estimation haute, qui sont montés à 25 000 ou 30 000 €. Voilà. Donc il faut avoir ça à l'esprit après pour arbitrer en cours de vente. Ça veut dire qu'en cours de vente, on fait une comptabilité. Et on regarde, en fonction du budget dont on dispose, combien il nous reste pour décider si on préempte ou pas. En fait, on a quand même pu préempter beaucoup. Au total, 140 lots ont été préemptés, dont 67 pour les archives nationales, 29 pour la Bibliothèque nationale où nous nous trouvons, 30 pour le service historique de la Défense. Voilà, donc il y a 140 lots au total sur 372 lots, donc c'est plus du tiers qui ont été préemptés. La première préemption, c'était pour le département du Nord. Alors c'était peut-être le soldat de plomb ou les félicitations pour la naissance de Charles. Et il y a eu des applaudissements dans la salle. Il n'y en a pas eu après. Mais pour la première préemption, il y a eu des applaudissements. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les institutions étaient toutes regroupées. Arcurial nous avait permis d'avoir beaucoup de places disponibles. Et quelques réservations. Voilà. On était tous venus à plusieurs, parce qu'il faut réagir très vite. Et puis, comme les enchères pour les lots destinés à la Bibliothèque nationale, c'est-à-dire essentiellement des manuscrits, tapuscrits, des œuvres de Charles de Gaulle, et de la correspondance relative à ces œuvres, sont montées moins haut qu'on ne l'imaginait. Du coup, il y a eu un transfert de fonds en direct, pendant la vente, vers les archives nationales. Et donc, on a pu préempter beaucoup de lots aux archives nationales, plus qu'on ne le pensait en début de vente. En fait, on a ajusté en cours de vente pour acheter le maximum de lots.
Formidable, une vraie histoire en temps réel et pendant 8 heures, un vrai marathon pour vous, Stéphane. Alors, un vrai marathon, et quelquefois on peut se poser la question de savoir effectivement si la préemption ne va pas décourager quelquefois nos acquéreurs, nos acheteurs. Je dois dire que j'avais une salle qui était comble, remplie. On avait même ouvert une seconde salle avec un second commissaire-priseur pour prendre les enchères. Et en plus, la vente était retransmise en direct sur notre site. Donc une salle comble, des préemptions qui démarrent dès le début de la vente, on peut se dire comment va se passer la suite. Est-ce que ça ne va pas décourager? Est-ce que ça ne va pas frustrer aussi certains acheteurs? Eh bien non. Les acheteurs sont restés jusqu'au bout et certains ont quand même réussi à acheter ce qu'ils voulaient à la fin, mais il y a une mobilisation quand même tout au long de la vente, et c'est ça qui a été formidable. Alors le nom de Gaulle, la vente aussi, a fait que ça a toujours tenu, et jusqu'à la fin de la vente. Alors on peut-être parler d'une vente finalement à la hauteur de vos attentes des institutions publiques et même des collectionneurs privés, si je comprends tout ce que vous venez de nous exposer. Alors, je pense qu'il y a quelques collectionneurs privés qui ont été préemptés, auraient bien voulu quand même avoir les pièces, mais c'est la logique, c'est comme ça. Après, je dois dire que tout s'est bien organisé, et le fait qu'on ait préorganisé quand même un tri qui était parfait avec les services de Bruno en amont, sans forcément savoir ce qui allait par la suite intéresser l'État, a permis ce bon déroulé aussi. Évidemment, le nom et le travail des équipes aussi a permis ce résultat-là, qui allait au-delà, bien évidemment, de ce qu'on pouvait imaginer. Alors, on a toujours l'impression qu'une fois la vente passée, c'est terminé. Or, évidemment, dans le cadre notamment de nos discussions en amont de cette table ronde, vous nous avez précisé, Bruno, le fait que vous continuiez de signer des parapheurs avec notamment des certificats d'exportation pour les lots qui ont été achetés par des collectionneurs privés étrangers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement cette procédure? Parce qu'on a l'impression, une fois que la vente est terminée, voilà. Alors, on a d'abord été très heureux de préempter beaucoup de lots et d'avoir des correspondances tout à fait exceptionnelles, privées certes, mais avec beaucoup de contenu historique. Mais on n'a pas tout préempté. Et donc, beaucoup de lots ont été acquis par des tiers à l'administration, à l'État ou aux collectivités, et qui parfois veulent que l'objet ou le document sorte du territoire national, parce qu'ils peuvent être étrangers. Ça, nous, on ne le sait pas. Et donc, dans ces cas-là, il y a une demande de certificat d'exportation. C'est une obligation, là aussi, légale. Et le principe était très clair pour nous. On avait préempté ce qu'on souhaitait acquérir, donc on n'allait pas, après, entraver la propriété de ceux qui avaient été acquis par des particuliers ou des entreprises qui pouvaient, de ce fait, soit garder en France, soit sortir ces documents à l'étranger, parce qu'ils habitent à l'étranger ou qu'ils souhaitaient les exposer aux États-Unis ou en Angleterre, par exemple. Donc c'est un bon point pour les acheteurs, quelque part, le fait des préemptions de l'État. Ça peut... Le fait qu'il y ait eu d'abord ce travail préparatoire avec Arcurial et qu'ensuite on ait pu préempter beaucoup de lots, donc acheter beaucoup de lots, effectivement, ça permettait de libérer les autres acquéreurs de ce risque de refus de certificat d'exportation. Alors maintenant, un peu un bilan suite à cette vente. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots de ce qui est finalement entrée dans les collections publiques? 2, 3 exemples, on en a cité, notamment le petit soldat qui a rejoint la maison natale de Gaulle. On a parlé de l'appel du 18 juin, qui fait partie de ce processus. Qu'est-ce qui est rentré grâce à la fois aux mécènes, à l'action de l'État, de la maison Arcurial, dans les collections de la Bibliothèque nationale de France où nous sommes aujourd'hui, ou encore des Archives nationales? Alors, c'est l'essentiel, effectivement, le résultat. Donc, des documents exceptionnels sont entrés ici, à la Bibliothèque nationale ou aux Archives nationales. La Bibliothèque nationale, par exemple, il y a un petit carnet de citations de Gaulle de 1946 à 1970. Donc, c'est tout à fait exceptionnel, des citations qu'il trouvait particulièrement pertinentes et qu'il pouvait après réutiliser dans ses discours qu'il rédigeait lui-même. Ou encore un carnet de notes prises à la volée, pendant la débâcle en France, puis après, pendant ses premiers temps à Londres. Donc ça, c'est aussi tout à fait exceptionnel. Et ce sont des lots pour lesquels les enchères se sont vraiment envolées. Mais aussi beaucoup de manuscrits, tapuscrits d'œuvres, dont une œuvre inédite, un essai sur les États du Levant,
donc Syrie et Liban, pendant l'entre-deux-guerres, où il avait séjourné comme militaire, Charles de Gaulle. Donc voilà, des documents tout à fait exceptionnels. Aux Archives nationales, on s'était bien réparti la nature des documents entre les deux institutions. Nous avons acquis des correspondances privées adressées par Charles de Gaulle à ses parents, à son épouse Yvonne et à son fils Philippe, qui sont évidemment, c'est des lettres personnelles où il parle de la famille, mais il parle systématiquement aussi de la situation politique, du rôle qu'il joue ou qu'il veut jouer. Et là, il y a des pépites dans cet ensemble de lettres. On a acquis les lettres qui sont entrées aux Archives nationales, portent sur la période au cours de laquelle il a, lui, Charles de Gaulle, changé l'histoire de France. De 40 jusqu'à la Ve République. Il y a même une lettre antérieure, 1936, où il parle d'Hitler, en indiquant qu'Hitler est en train de tromper les Occidentaux en faisant croire que sa seule ambition, c'est de dominer l'Europe de l'Est, mais qu'en fait, son but, c'est d'écraser la France, comme il écrit dans Mein Kampf. Donc c'est écrit tel quel dans la lettre que Charles de Gaulle écrit à sa femme Yvonne. On a aussi des lettres écrites en mai et juin 40, en mai, où il croit encore qu'il est possible de renverser la situation en faveur des troupes françaises, et en juin, où il faut sauver la France. Voilà, il y a cette phrase, il n'y a qu'une chose à faire, sauver la France. Et puis, une lettre que je trouve exceptionnelle parmi les lettres exceptionnelles, c'est cette lettre écrite à Yvonne dans les jours qui suivent la libération de Paris. On est le 27 août, et la lettre, une longue lettre dans laquelle il dit qu'il y a une manifestation inouïe la veille, donc du coup le 26, qui se termine à Notre-Dame. Et à Notre-Dame, il y a eu, dit-il, une fusillade qui ne fut qu'une tartarinade. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est que Charles de Gaulle, dans ses lettres, il utilise un ton libre. Il écrit vraiment ce qu'il ressent intimement, et donc il n'y a pas le caractère policé qu'on trouve dans les correspondances officielles que nous conservons déjà aux Archives nationales. Donc c'est un complément tout à fait exceptionnel et particulièrement intéressant. Et donc à vous entendre, même si l'historiographie, la connaissance de la Seconde Guerre mondiale, de la vie du général de Gaulle, de sa pensée a été quand même extrêmement documentée par les historiens, un pléthore de livres sur le sujet, à vous entendre Bruno Ricard, j'en conclus et j'en déduis que finalement, on peut s'attendre à des évolutions, des révélations peut-être de ces documents manuscrits inédits qui vont apporter peut-être leur pierre à l'édifice à une nouvelle vision de la Seconde Guerre mondiale ou de la pensée du général. En tout cas, on peut approfondir la pensée du général grâce à ces lettres. Et puis, on voit aussi l'homme d'État en train de se construire. C'est-à-dire, au-delà de la Seconde Guerre mondiale, au-delà de l'histoire nationale, internationale, il y a aussi ce qu'était Charles de Gaulle, plus jeune, et ce qu'il devient peu à peu. Et ça transparaît dans ses correspondances. C'est un homme d'État qui apparaît. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci Stéphane Aubert, merci Bruno Ricard d'avoir partagé avec nous cette très belle expérience, inédite et exceptionnelle, même pour vous, qui en avez déjà vu d'autres, et puis de nous avoir permis de rentrer au cœur du réacteur de cette vente exceptionnelle. Je pense qu'on peut être tout à fait fier et d'inscrire, alors y compris BNP Paribas, dans cette stratégie. On accompagne effectivement des projets de préservation du patrimoine, que ce soit français ou européen. On soutient des initiatives publiques en matière d'engagement citoyen, mémorial ou historique. Et grâce à vous, je n'ai aucun doute que cette vente historique va profondément contribuer à faire évoluer, à changer, à enrichir la vie du général et la compréhension du général de Gaulle et de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, je vous en remercie. Merci. On apprend toujours des millions de trucs quand on réalise un film. Ce qui m'a le plus frappé, c'était quand même une capacité de résistance à l'humiliation dont je n'avais pas idée. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a été humilié jour après jour pendant toute cette période, pour une raison simple, c'est qu'il était toujours le plus faible dans la pièce, partout où il allait. Vous avez travaillé avec Dominique de Villepin. Et c'est vrai que sur le film Quai d'Orsay, on a retenu quelques phrases qui ont une incroyable actualité. Je vous en cite deux. Aujourd'hui, on le voit bien, l'Amérique s'isole. Et c'est parce qu'elle s'isole qu'elle court le risque de s'aveugler. Et la deuxième phrase, c'est les pièges que l'Europe se tend elle-même, le piège de la peur, le piège de la résignation, le piège de l'ignorance. Aujourd'hui, on est très souvent envahi par ce sentiment qu'on est dépassé par les forces qui sont déployées sur le monde et qu'il y a une tentation du renoncement à agir. Moi, ce qui m'a frappé chez ces personnages, et je pense que c'est toujours vrai aujourd'hui, c'est que si on est très déterminé, on peut faire quelque chose.